Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi, exceptionnellement, mardi 3 mai, en compagnie, vous le voyez, de Stéphane Rochette qui sera avec nous pour la prochaine heure. Salut Stéphane. Salut Joe. Steph, évidemment, on le sait, là, on passe aux choses sérieuses du côté de la NHL. Donc, on va parler évidemment des playoffs. Même s'ils ont commencé hier, les séries éliminatoires dans la NHL, on va quand même faire le tour d'horizon de chaque confrontation qu'on aura en première ronde. Donc, pendant les huitièmes de finale, on va également y aller là, de nos prédictions pour ce que ça vaut. Ce que ça vaut, c'est le cas de le dire, hein? Mais quand même... toujours plus malin après, hein? Je pense, mais en présentant, je pense que ça va de soi. On va déjà séries prendre qui nous paraissent évidentes, mais il y a beaucoup de choses qui paraissaient évidentes avant le match d'hier soir, et puis finalement, il y a eu des... Ouais, dans l'Est, c'est plus serré. On va y revenir, on va y aller on va y aller au fur et à mesure. Allez, comme ça. Voilà, évidemment, on prend vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous en poser. Si vous n'avez pas le temps ou la chance de nous écouter en entier pour l'émission de ce soir, bien évidemment, vous pourrez nous entendre sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast et SoundCloud un peu plus tard dans la soirée ou demain matin. Voilà Stéphane, avant d'attaquer les séries éliminatoires, il y a 2 semaines, j'avais Danny Gélina avec moi et on a parlé du décès d'un grand, Mike Bossy. Et quelques heures après avoir mis en ligne notre émission, on a appris le décès d'un autre grand, Guy Lafleur. C'est d'ailleurs aujourd'hui, ce mardi, funérailles nationales du côté du Québec pour ce grand joueur de hockey, ce grand homme pour le Québec. J'ai pas eu la chance de le voir jouer. J'ai pas eu la chance, moi, je suis un des rares, je pense, à pas avoir de photos ou d'autographes de lui parce que c'est un homme très généreux. Rapidement, qu'est-ce que ça te rappelle, Guy Lafleur? Ben, c'est toute mon enfance, hein, parce que moi, j'ai commencé, je suis de 68. Donc, Guy Lafleur a éclos au milieu des années 75, 71 avec les Remparts. Après, quand j'ai commencé à avoir conscience, d'avoir des souvenirs, et puis de me rendre compte un peu, quand j'ai grandi un petit peu, quand j'avais 6, 7, 8 ans, puis je commençais à regarder le hockey à la télé avec mon père, c'était une fois par semaine le samedi soir, la soirée du hockey. On manquait jamais ça, évidemment. C'était une religion. Personne ne manquait ça. Il n'y avait personne dans les rues au Québec à cette époque-là. Et c'était Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Yvan Cournoyer, Larry Robinson et tout ça, tous les grands. Et puis Guy Lafleur était, dans ces années-là, la plus grande vedette des Canadiens de Montréal, Flower. Pas de casque, de chevelure au vent, etc. Donc Guy Lafleur. Et quand on jouait au hockey dans la rue, quand j'étais petit cul, puis on jouait au hockey dans la rue, en hiver, Dieu sait qu'on joue souvent au hockey dans la rue, quasi tous les soirs, à la patinoire du coin, on était tous Guy Lafleur. On était tous à peu près Guy Lafleur. Comme aujourd'hui, c'est Crosby, McDavid et tout ça. Guy Lafleur, à l'époque, c'était Guy Lafleur. On marquait des buts comme Guy Lafleur et tout. Puis c'est vrai, quand on regarde des images aujourd'hui, puis on voit les gardiens et tout, on se dit, bon, c'était facile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tout était... Par rapport à son époque, il était un grand. C'est ça qu'aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre, mais c'est un gars... Pour le Québec, c'est pour ma génération à moi, même un petit peu plus jeune... On dit que Maurice Richard, il faut savoir qu'au Québec, on a toujours été les sous-fifs des Anglais. On était une colonie francophone. On a perdu la guerre contre les Anglais. Puis c'est les Anglais qui dirigeaient le Québec. On était les petits Québécois, on était les sous-fifs des Canadiens anglais. Tous les postes importants, c'était les Canadiens anglais, etc. Puis Maurice Richard, ça a été le premier Québécois à devenir un homme important dans la société. Lui, il a fait prendre conscience que les Québécois pouvaient tout à coup exister dans cette société-là, puis c'était la référence de tout le monde. Puis un peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard, c'est Guy Lafleur qui a donné confiance à toute la société québécoise. Il y a beaucoup de Québécois avec les Canadiens de Montréal, c'était des icônes parce que c'était ces gars-là qui étaient des leaders et tout ça. Et puis Guy Lafleur a fait vraiment... à donner confiance à la société québécoise. Et c'est dans ces années-là, la Révolution tranquille, les années 70, début des années 80, que les Québécois ont pris le contrôle de leur économie, ont commencé à avoir des postes clés en politique, etc. Moi, par exemple, mon père, je peux donner l'exemple, ça a été le premier cadre, il y a une grosse compagnie papetière qui s'appelait Domtar. Mon père, ça a été le premier cadre francophone de cette compagnie-là en 1982. Elle avait 100 ans d'histoire. En 82, c'est le premier cadre francophone. Pure souche, en 82, c'était mon père. Donc, c'est ces années-là, et Guy Lafleur, et c'est à partir de ce moment-là que le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une société un peu distincte, mais avec des Québécois qui s'affirment. Et puis, pour notre génération, Guy Lafleur, c'est celui-là qui a donné confiance à tout le monde.
Et puis, là, on connaît l'importance du hockey au Québec. Dans les années 70, à part le hockey au Québec, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, tu vas me dire, il n'y a pas grand-chose non plus parce qu'il n'y a plus le baseball, puis il n'y a plus le nordique, mais c'était tout tourné autour de ça. Et c'est ça que ça veut dire pour toute une génération de gens, un petit peu plus jeunes que moi, puis beaucoup plus vieux que moi. C'est tous les baby boomers et tout. Voilà, ça nous rappelle. Même moi, honnêtement, quand il y a eu la cérémonie, ils ont retiré son maillot au Rempart de Québec au début de l'année, de son vivant. Ouais. Ça, c'était très intéressant. Mon fils était là sur la photo aussi. Il a pu discuter avec lui. Et puis, même moi, quand j'ai appris son décès, tout le monde savait que c'était une question de temps. Il était condamné. Et même moi, ça m'a ému. J'ai eu des larmes. Je me suis rappelé plein de souvenirs que quand j'étais petit avec mon père et tout. Puis je me dis, ben ouais, c'est quelque chose quand même. C'est tout, ça vient de chercher. C'est de la nostalgie. Ça vient de chercher. Tu dis, c'est toute une époque qui... C'est tous des gars qui nous ont fait rêver, qui s'éteignent gentiment. La route tourne. Voilà. Et il y a Laurent qui dit ne pas oublier Mike Bossy. Mike Bossy et Guy Lafleur sont deux légendes. Mike Bossy au Québec, oui, il est connu, mais il n'a pas... Il jouait avec les Highlanders. Il jouait avec les Highlanders. Il était dans un marché que les Québécois ne se sont pas nécessairement accrochés, alors que quand tu représentes le Canadien de Montréal, que tu gagnes 5 Coupes Stanley, que tu es meilleur pointeur de l'histoire d'une franchise qui a autant de vécu, ben, tu deviens quand même assez vite parmi les grands. Et aujourd'hui, c'est journée de deuil, de funérailles nationales. Le premier ministre est là. Patrick Roy était là aujourd'hui aussi pour dire quelques mots. Il y aura petit Ginette Renault, qui est une chanteuse québécoise très connue aussi d'une 70 d'années, mais qui faisait rêver à cette époque-là, qui était la chanteuse québécoise, qui venait chanter l'hymne national pour les matchs importants des Canadiens de Montréal parce que ça faisait gagner l'équipe, etc. Puis qu'il y a une chanson qui est dédiée à ça, aux gens qui nous partent, ceux qui nous laissent, ceux qui partent, ceux qui nous laissent. C'est comme ça. Mais c'est vrai que je savais que ça allait marquer, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Ça a vraiment, vraiment été un gros truc au Québec, la décès de Guy Lafleur. C'est incroyable. Il y a plein de gens qui sont allés voir, sont rendus au Centre Bell, etc. Mais c'est parce que c'est un homme aussi qui était, comme on dit au Québec, c'est un gars qui était tellement généreux. Il y a tout le monde qui a une photo, une signature, un truc avec Guy Lafleur. Il était très, très généreux de sa personne. Oui. Juste pour vous donner un exemple, quand il y a eu la cérémonie, la longue cérémonie on a retiré son maillot numéro 4 de toute la Ligue junior majeure du Québec au début de l'année. Il était là, tous les anciens étaient là. J'ai un de mes cousins, Michel Brière, qui était son ailier gauche, qui était là aussi. Et puis, il a fait la cérémonie. Et puis, quand Théo s'est approché, Théo était mon capitaine des remparts, était sur les photos, etc. Puis, il a serré la main à Guy Lafleur. Il l'avait vu avant. Il l'a vu durant la cérémonie. Puis, tout était sur lui, Guy Lafleur et tout. Puis, c'était lui la vedette. Puis, il a dit à Théo, il a donné la main à Théo. Il a dit, j'espère que t'en as pas trop marre, parce que moi, ça me faisait chier, ces cérémonies trop longues, etc. Pour vous, c'est chiant, tu t'excuseras au gars. Voilà. J'espère que t'en as pas marre. Théo, mon fils, il dit, non. Incroyable. En lui donnant la main sur la glace, il dit, j'espère que t'en as pas marre, tu m'excuseras auprès des gars, parce que c'est un peu long, ça fait chier pour vous. Ça. C'est incroyable. Le gars qui est resté terre à terre malgré... c'est ça, il pense aux autres. On dit que Guy Lafleur était très généreux avec les autres autour de lui. Il incluait tout le monde. Le gars de 4e ligne, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un, une photo, il voulait signer, quand il y avait des gens pour signer des autographes, tant qu'il n'avait pas tout signé, tous les autographes, il ne partait pas. Donc, oui, c'est un gars qui aimait aussi avoir les trucs sur lui, mais qui était aussi humble et généreux de sa personne. Et voilà, c'est Guy Lafleur. Ce gars-là, c'est des gars qui ont joué avant le hockey business, où il y avait cet attachement au club, etc. Bon, d'ailleurs, ça n'a pas très bien fini avec le Canadien avant d'y revenir, mais ensuite, il a été ambassadeur. Mais voilà, ces joueurs avaient l'attachement au club. Ils voulaient jouer à Montréal. Après, il a fini avec les Nordiques, il a joué avec les... Mais c'est cette époque-là du hockey où les gars jouaient pas pour l'argent, ils jouaient pour la fierté. Ouais. Ils voulaient gagner. Et voilà, il y a plein d'anecdotes qui sont sorties évidemment dans les médias québécois puis à la télévision et tout. C'était très, très intéressant. Tout le monde avait une anecdote sur Guy Lafleur. Tout le monde. Oui, et au Québec, c'est le 3e joueur de hockey à avoir les funérailles nationales. Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur, et je ne suis pas certain qu'il va en avoir un autre. Dans l'ère moderne, en tout cas pas. Là. C'est pas mal le dernier des Mohicans. Patrick Roy, peut-être. Peut-être. C'est le dernier, je pense, Patrick Roy. Le dernier grand, c'est le temple de la renommée. C'est le plus récent héros de l'ère moderne. Voilà. Et le dernier, pas mal, là, parce que c'est lui qui a gagné les dernières coupes. Mais, ouais.
C'est parce que là, non, c'est plus comme ça. Comme je dis, c'est le hockey business maintenant. Les joueurs, ils partent, ils viennent, et puis voilà. On va espérer qu'au prochain Overtime NHL, on n'aura pas une autre mauvaise nouvelle et d'autres tristes souvenirs à se rappeler. Donc voilà pour Guy Lafleur. On va maintenant se concentrer sur les playoffs. On est là pour ça à la base. Et on va faire un petit tour d'horizon. Évidemment, il y a 4 séries qui ont commencé, 2 dans l'Est, 2 dans l'Ouest. Les premiers matchs des 4 autres séries seront ce soir. Présentation donc de la conférence de l'Est avec la première série, les champions du classement général à la fin de la saison. Les Panthers de la Floride qui affrontent les Capitals de Washington. À première vue, Stéphane, moi je vois une série, même si les Capitals ont atteint les 100 points de classement, je vois une série tout à l'avantage des Panthers de la Floride. Les Capitals ont eu des problèmes devant le filet. Ils sont à la fin d'une ère, j'ai l'impression. Oui. Comme les Penguins de Pittsburgh. Oui, et les Panthers sont au début, justement, de domination. Huberdeau, Barkov et compagnie, là. Ouais. Et je vois vraiment les Panthers dominer cette série. Je sais pas pour toi. Moi, je pense aussi. Écoutez, je pense que les Panthers sont irrésistibles cette année. On surpris tout le monde. On les savait bons, mais peut-être pas à ce point-là. Il y avait des points d'interrogation dans le but. Tout le monde se pose des questions sur Bobrovski. C'est toujours ce qui ressort. En Amérique, quand on parle des Panthers, on dit, ah, mais Bob, il a quand même pas fait de mauvaise saison. C'est le gardien qui est à égalité pour le nombre de victoires avec Vasilevski à Tampa Bay. Il n'a pas joué beaucoup de matchs. Je pense que c'est 39 victoires à une cinquantaine de matchs. Donc, son ratio est quand même très bon. Mais il reste un point d'interrogation. C'est vrai que personne n'en a vraiment confiance. Non. On dit toujours qu'il craque quand c'est pas le temps. Point d'interrogation. C'est le seul break. Mais évidemment, mais si on le compare à Vasilevski, qui est le meilleur, je pense, dans sa profession actuellement, les autres ont toujours un défaut. On peut toujours mettre un question mark, un petit point d'interrogation sur tous les gardiens si vous le comparez à Vasilevski, qui a l'air monstrueux. Bon, hier soir, c'est peut-être pas ça, mais moi, je pense que les Panthers sont irrésistibles. Ils devraient faire un bon bout de chemin cette année. Mais dans l'Est, là, pour sortir de l'Est, là, il y a du boulot. C'est que moi, j'ai l'impression que cette série Panthers-Capitals est peut-être la plus évidente. Après, je peux avoir l'air complètement con dans 2 semaines si les Capitals plus malin après, hein? réussissent à faire un retournement de situation avec l'expérience qu'on leur connaît. Mais l'an passé, les Panthers ont été battus par le Lightning de Tampa Bay. C'est les champions, éventuels champions de la Coupe Stanley. C'était une série très serrée. Si je ne me trompe pas, ça s'est fini en 7. Ou en 6 ou en 7. Une longue série, c'était physique, c'était intense, c'était une belle série à avoir joué. Probablement, c'était la finale avant la finale. Et pourtant, c'était au premier tour. Je vois pas comment Moi non plus. Je pense que Washington n'a pas les... Quand même, 100 points, c'est pas mal. Là. Bon, 100 points avec les victoires en prolongation. Il ne faut plus comparer avec une certaine époque. Là, parce que quand tu perds en prolongation, tu vas chercher... Quand il y a un match en prolongation, il y a 3 points qui se distribuent. Ça je n'aime pas ce système-là. Je trouve que c'est mieux ici en Europe où on a une victoire à 3 points. 2 points si tu gagnes en prolongation. 3 points en temps réglementaire. En prolongation, 2 points. Puis 1 point si tu perds en prolongation. Mais en Amérique, c'est l'équipe qui gagne en prolongation. Va chercher les 2 points. Ouais. Mais il y a 1 point de plus qui se distribue. J'aime pas trop ce système-là, mais c'est personnel. Mais Washington, oui, il y a une belle équipe. Ovechkin, encore une fois, irrésistible et tout, mais il me semble pas qu'ils ont l'étoffe qu'ils avaient il y a quelques années, effectivement. Justement, Kevin demande est-ce qu'Ovechkin peut pencher la série, mais je pense que tout seul contre l'arsenal des... Carlson en défense, t'as quand même pas non plus des manches à balai, là, quand même pas mal. Non, c'est une bonne équipe, mais est-ce que c'est une équipe élite? Est-ce que c'est encore une équipe aspirante? Est-ce qu'Ovechkin peut encore changer une série à lui seul à 36 ans? Un match ou 2, oui, il peut te faire la différence. Mais après, sur une série complète, moi, je pense que ce ne sera pas si facile que ça quand même. Je pense que Washington va offrir une belle résistance, mais je pense que Floride devrait passer à travers. À voir aussi quel gardien on utilisera. Il y a des questions sur Joe Thornton. Évidemment, Joe Thornton qui est toujours à la recherche de sa première Coupe Stanley. On s'entend que son rythme a diminué. Il avance plus beaucoup. Mais quand même, c'est le genre d'expérience qui peut toujours être bénéfique. C'est rendu en finale de la Coupe Stanley avec les Sharks de San Jose dans sa carrière. A vécu beaucoup de défaites en playoff, beaucoup de déceptions. Mais reste que c'est un leader qui pourrait être important. On a beaucoup parlé de Corey Perry dans le vestiaire du Canadien la saison dernière. C'est une grosse perte. Gervais, d'ailleurs, le chef matériel des Canadiens, qui a pris sa retraite. Pierre Gervais, qui est là depuis toujours. Et il a dit que le départ de
de Corey Perry. Corey Perry avait été affecté grandement Ouais. la chimie de l'équipe, puis ça a été une erreur de le laisser partir. Mais Il je a donné vois- une année de plus Ouais. à Tampa. Mais je vois un peu un Joe Thornton avoir ce rôle-là de leader, un peu comme Eric Stahl. Ouais, dans le vestiaire plus, puis dans l'ambiance et tout, mais bon, il n'a jamais gagné, donc il peut pas dire je vais vous montrer comment gagner. Non, À ça, Toronto, ça n'a pas marché l'année passée. Hein? Non. Ben, En même temps, moi, je préfère comme leader avoir Huberdeau que Matthews ou avoir Barkov que Marner. Je trouve que niveau leadership, c'est ce qu'on voit depuis l'extérieur, mais par contre, moi je pense que les deux, les Marner et Matthews, sont deux joueurs sensationnels. je pense que D'ailleurs, cette année, ils ont oui. ils ont fait un bon match hier soir. C'est des joueurs exceptionnels, mais je pense que la défaite de l'an passé leur a peut-être fait apprendre En tout cas, à ils se sont devenir fait, des leaders. Ils se sont fait, je pense qu'ils ont la couenne dure avec Ouais. tout ce qu'ils ont entendu puis subi depuis une année, là, surtout à Toronto. Ils n'ont pas gagné Toronto Une ronde depuis 2004. 2004, puis pas de championnat depuis 1967. Euh, Longtemps, ça? T'étais même pas au monde. Non. Moi non plus. Les Capitals de Washington, pour finir avec eux, oui, ils ont fait 100 points quand même, pour revenir à ce que tu disais, mais il faut dire quand même que dans l'Est, il y avait vraiment les 8 équipes et le reste. Ça fait longtemps que c'était décidé. Hein. C'était facile d'aller chercher des points dans l'Est. Il y a tellement de mauvaises équipes dans cette Tout le association. monde a fait des points contre Montréal. Tout le monde a fait des points contre Buffalo, Philadelphie, Philadelphie. Buffalo, New Jersey. Ça en fait beaucoup. Columbus, on peut C'est ça. les mettre là-dedans aussi. Il n'y a pas eu vraiment de course au playoff. La Non. course, c'était pour l'avantage à patinoire, pour l'affrontement. Ouais. Je pense que les Panthers ont bien tombé en affrontant les Capitals de Washington et non les Bruins de Boston, qui est la deuxième équipe repêchée. Tout le monde a Eux- peur de Boston. Moi, j'ai En écouté playoff, encore. Bergeron, Marchand, Pasternak. Moi, j'aime bien Bruce Cassidy comme coach, qui a tout appris à Bienne, d'ailleurs. Hein. Il joue à Bienne. Pas longtemps, mais il a joué à Bienne. Comme Patrick King, il a tout appris à Bienne, paraît-il. Mais évidemment, c'est une boutade, les Biennois. On va pas m'en vouloir. J'aime bien la dire celle-là. Mais j'aime bien Cassidy comme coach. Je pense que c'est un bon coach qui dure sur le temps. Là, quand tu dures sur le temps, Ouais, c'est ouais. qu'en NHL, tu sais que tu fais quelque chose de bien. Mais moi, Boston, tout le monde là qui pense qu'ils vont surprendre la Caroline. Personne ne croit à la Caroline. C'est fou ce qu'on entend, mais moi, Boston, je ne suis pas si convaincu. Je trouve que Bergeron, il est en fin de carrière. Il est encore bon, mais il est en fin de carrière. D'ailleurs, toujours pas de contrat pour l'année prochaine. Il a dit aux Bruins de Boston qu'il attendait l'été. Donc, est-ce qu'il va changer de camp ou qu'il va arrêter sa carrière? Moi, je pense que ce serait plus un arrêt de carrière que... Ah, ben Montréal, ils en rêvent. Hein. Là, Ouais, mais pas, lui, ça je dis rien, mais il a jamais rêvé de jouer pour le Canadien. Lui, c'est un fan des Nordiques. Comme- Le Canadien détestait. Oui, et c'est un gars de Québec. Hein. C'est un gars de dans Ouais. mon coin. Ça, d'ailleurs, il a marié une fille de mon bled. Hein. Son... Mais c'est vrai, en plus, il a marié une fille Mais de son mon coin. rêve n'a que jamais je été connais. de jouer à Montréal. Donc, je sais pas. Après, de se rapprocher de la famille, de jouer devant ses partisans, Ouais, devant mais sa famille serait- et tout, c'est intéressant. Mais il y a mais beaucoup de Québécois, effectivement, qui savent à quel point c'est difficile pour un Québécois. Parce que s'il va à Montréal en fin de carrière puis il est plus aussi performant, il va se faire. Mais... il a quoi à aller chercher à Montréal Rien. avec une équipe en reconstruction? Absolument je suis rien. d'accord. Mais tu l'as dit, Boston, c'est la Caroline en première ronde. Moi, je crois beaucoup en la Caroline. Moi, j'espère une finale d'association entre la Floride et la Caroline. C'est deux équipes qui sont ils ont excitantes connu à une voir grosse jouer. saison. Ils ont connu une très grosse saison. Dans le premier match, en fait, moi, ce que j'aime pas d'affronter Boston, et on l'a vu dans le premier match d'hier, c'est que c'est une équipe qui joue dur, c'est une équipe qui s'adapte parfaitement au hockey de playoff, année après année. Et encore une fois, hier, Big Bad Bruins, qu'on les appelait. les à Big l'époque. Bad Bruins, c'est un peu moins physique que ce l'était, Ouais. mais reste que... Il y a cette culture, quand tu joues à Boston, il y a cette culture Ouais. où à chaque fois qu'il y a une mise en échec, tout le monde est debout, il y a des bagarres dans les coursives, dans les gradins, etc. C'est une des seules places en NHL où tu vas dans les gradins, puis si tu as un maillot de l'autre équipe, tu peux te faire taper dessus. Ouais. Hein. Ça n'existe pas en NHL normalement, Non, sauf à mais- Boston. Sauf à Boston. Et sans dire qu'ils méritaient la victoire hier, je pense pas. Ils ont dominé une partie du match contre les Hurricanes. Les Hurricanes méritaient cette victoire. Et je pense que le score de 5-1 est un peu trompeur. De 1, il y a un but dans un filet désert. Mais je pense je pense pas qu'ils ont l'équipe pour passer la Caroline, mais je pense qu'ils ont l'équipe pour faire durer cette série-là, qui est peut-être pas une bonne nouvelle pour les Hurricanes de la Caroline, parce que plus tu joues longtemps contre les Bruins, plus tu te fais Plus frapper, fatigant. Ouais. plus c'est fatigant. Et parce que devant le filet, tu as plutôt Karask. Là, c'était Ullmark hier. Sinon, ils ont Swayman Ouais, c'est comme pas, deuxième. Tu n'as pas l'expérience. Avec l'ajout d'Empus Lindom à la date limite des transactions pour Pas jouer mal. avec McAvoy, ça fait une très bonne paire de j'aime défense. beaucoup McAvoy. Hein. C'est un gros Ouais. contrat d'ailleurs. Et avec Lindom, je trouve Ok. que les deux se complètent très bien. Mais j'aime...
Être les Panthers, je suis content d'avoir les Capitals pour pas avoir à affronter les Browns qui tirent du jus. Après, je pense pas que ces deux équipes-là ont vraiment une chance de passer la Caroline ou la Floride. Je sais pas si tu Je pense vois... pas non plus. Non, les gens, je suis sûr qu'au Québec, les gens voient beaucoup Boston, Marchand, Bergeron. Tu sais, on voit Bergeron, c'est un icône, là. On le voit très gros. Mais moi, je pense pas non plus. Je pense que la Caroline est vraiment une bonne équipe. Ils sont excitants à voir jouer. C'est intéressant. Ils attaquent et tout. Hier, le jeune Seth Jarvis, qui a connu une saison incroyable. 19 ans, il vient d'avoir 20 ans. Moi, je pensais jamais, je l'ai vu jouer avec les U18 Canada et tout ça. C'était un bon joueur, mais je pensais jamais qu'il ferait le saut. Mais Rob Brindamour lui a donné toute la confiance nécessaire. Il a eu de la glace, il a joué à 3 contre 3 hier, il a un but, une passe. Donc, c'est une belle histoire aussi. Donc, je pense que Rob Brindamour aussi, on parlait de Cassidy. Rob Brindamour, c'est un gars qui passe assez bien. Hein. Évidemment, il a le profil parfait de ce qu'on aime en NHL. C'était un tour de centre, il était assez dur, c'était un grinder, c'était pas une... Tu sais, il a des balaves partout, c'est vraiment le guerrier là, qu'on imagine, là, puis le gars qui comme un peu à Montréal là, avec Martin Saint-Louis, là, le gars, la grande star qui arrive, qui murmure à l'oreille des joueurs et tout. Donc, on dit beaucoup de bien de Brindamour là, dans sa gestion de son effectif et des talents de l'équipe. La grosse question du côté des Hurricanes, c'était surtout devant la cage. Parce que là, Frédéric Anderson était blessé. Le dernier overtime NHL qu'on a fait, justement, il venait d'être blessé. On ne savait pas pour combien de temps. Finalement, c'est du day-to-day. Donc, c'est au jour le jour. Devrait revenir. C'était sûr qu'il manquait le premier match, mais pourrait déjà revenir dans le deuxième match. Mais là, tu as une Tiranta qui a joué un fort match hier. C'est ça le secret des bonnes équipes. C'est quand ton numéro 1 n'est pas là, ton numéro 2 sort un gros match. Ouais. Et c'est exactement là ce qui s'est passé hier. Je pense que c'est 35 arrêts sur 36 tirs, si mes souvenirs sont exacts. Ouais. Un gros match de sa part. Il a été partie prenante de cette victoire des Hurricanes qui prenaient devant 1-0 dans la série. Et là, j'ai l'impression que ça donne peut-être des munitions sans dire à retarder le retour de Frédéric Anderson, mais sûr, à ne pas prendre la chance qu'il revienne blessé. Si tu n'es pas sûr, l'autre a joué d'un bon match, tu le remets dans la cage au deuxième match, tu dis on prend pas de risque. Mais c'est drôle parce que Frédéric Anderson, souvenez-vous de ce qu'on disait de Toronto l'année passée, il jouait à Toronto l'année passée, on disait que c'était pas un gardien de play-off, on disait qu'il n'était pas si bon que ça, on disait que la faiblesse de Toronto c'était dans le but. Et là, la Caroline, il a fait une saison extraordinaire, il y a une meilleure défensive devant lui. Et puis là, tout à coup, on se dit mais Anderson n'est pas là, ça pourrait affecter. C'est drôle quand même, hein? Les perceptions. Ouais. Voilà. C'est un gardien dans une équipe, un gardien dans une autre, pas la même défensive devant. Là, tout à coup, Anderson, ça pourrait. Alors que l'année passée, on disait qu'il n'était pas assez bon, puis là, on disait que ça pourrait manquer à Caroline. Hein? C'est pas le premier la vérité est ça parfois vacillante. Mais c'est vrai que la défense est très différente. Moi, je l'explique peut-être par ça, ses performances. Oui, une meilleure équipe que Toronto avait l'année passée, mais Toronto n'a pas connu une mauvaise saison non plus. Après, est-ce qu'on peut dire que toutes les défaites de Toronto en play-off sont attribuables à Frédéric Anderson? Non. Je pense pas. Non. Et après, si Anderson est devant la cage dans cette première ronde et que Boston réussit à éliminer la Caroline, peut-être qu'on pourra dire il y a un problème avec Anderson sous la pression des playoffs. Effectivement. Mais moi, je lui donne encore une bonne chance, du moins, de se faire valoir. On va poursuivre. Le gagnant de cette série entre la Caroline et les Browns va affronter soit les Rangers de New York, soit les Penguins de Pittsburgh qui s'affrontent dans le premier ça, c'est une grosse rivalité. Hein? Ça, c'est une grosse rivalité. Pittsburgh-Philadelphie, c'est une grosse rivalité, mais Pittsburgh-Rangers aussi. Hein? Parce que Mario Lemieux, quand il allait jouer à Pittsburgh, à Madison Square Garden, là, c'était compliqué. Il y avait des sécurités autour de lui, etc. Hein? Mais là, tu as une équipe Pittsburgh. Pittsburgh, c'est la dernière année. Là, Malkin est en fin de contrat. Le temps est en fin de contrat. On parle qu'il pourrait signer. Il a connu une de ses meilleures saisons en carrière, même s'il est sur l'autre versant de la montagne, comme on dit. Mais et là, ce trio-là qui a mené, c'est les 3 images avec Marc-André Fleury quand il était là, que ça faisait 4 gars. Mais ces 3-là sont l'image de Pittsburgh depuis une dizaine d'années. Et puis là, ça pourrait être la fin. Et Crosby a connu une bonne saison, mais quand même aussi assez âgé. Et c'est peut-être la Sullivan aussi, un entraîneur qui a duré dans le métier. On dit beaucoup de bonnes choses de lui. Je pense qu'ils ont une chance de passer les Rangers. Je pense qu'ils ne pourront pas sortir de l'Est avec l'équipe qu'ils ont cette année. Mais par contre, contre les Rangers, oui.
Parce que les Rangers, c'est une surprise cette année. Ils ont un sacré gardien, Shesterkin, les Rangers, ça faut dire. Mais Panarin, etc., ils ont connu une grosse saison, les Rangers, bien au-dessus des attentes. Est-ce que c'est une équipe prête pour les playoffs? Je pense qu'ils n'ont pas l'expérience de Pittsburgh et je pense que Pittsburgh a l'expérience, Wenzel, etc., pourrait passer dans cette série-là. Je trouve ça intéressant parce que tu vois, moi, je vois les Rangers passer surtout dû au gardien de but. Tristan Jarry n'est pas là. Là, c'est probablement Casey DeSmith qui va être le gardien. Shesterkin a été le meilleur gardien de la Ligue. Plus de 93% NHL, c'est énorme. Énorme. Et c'est l'inexpérience contre l'expérience, mais je trouve que c'est aussi... Là, en ce moment, avec les Rangers, la fin de saison qu'on a eue, sans être transcendant, Alexis Lafrenière commence à trouver ses marques sur un troisième trio. Mais il a terré de côté, là, ça l'a secoué un petit peu. Et après, il est revenu plus fort. Je trouve que cette équipe-là a quand même une belle jeune profondeur qui est intéressante à avoir joué. Oui. Tu as quand même un Adam Fox comme défenseur, même si je ne suis pas le plus grand fan d'Adam Fox. Je préfère Yossi. Je préfère un Yossi, je préfère un Cale Makar à Adam Fox, personnellement. Mais quand même, faut le dire, et ta Shesterkin, qui, pour moi, va peut-être tout changer. Les Pingouins, ça fait... Écoute, depuis leur dernier titre en 2017, si je ne me trompe pas, qu'ils n'ont pas passé la première ronde. Ils ont fini sur une mauvaise note. Ils ont gagné une Coupe Stanley en 94-95 ou 95-96. 94-95, je pense. C'est la seule Coupe Stanley qu'ils ont gagnée depuis 1939-40. Hein. On parlait hier, ils ont gagné en 60 ans, là, c'est un championnat. Malgré les équipes début des années 2000 où il n'y avait pas de plafond salarial. Pas, dans les 40 jusqu'à 70, il y avait 6 équipes, 6, 7, 8, 10 équipes. C'était beaucoup plus facile de gagner. Ils ne gagnaient pas. Chaque année, il y avait quelque chose. Ouais. Et tu as eu des airs là, où tu avais Mark Messier, Wayne Gretzky, tu avais Brian Leach. Ensuite, Gretzky a pris sa retraite. Tu as eu Jagr qui est arrivé, Pavel Bourré. On était allé chercher les grandes vedettes comme ça. Bon, et ça n'a jamais marché. Messier a amené la Coupe Stanley. Messier, c'est avec lui qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Mais c'est vrai qu'ils ont été chercher des gros noms parce qu'à Madison Square Garden, voilà, c'est spectacle, c'est un show, les gens vont là comme ils vont voir un spectacle, etc. Il n'y a pas tant d'identification que ça au club. Ils vont là comme au match de baseball. Là. Ils arrivent, le match commence, puis c'est à moitié vide. À la fin de la première période, c'est plein, puis au début de la troisième période, ils commencent à partir. Ouais. Donc, voilà, l'identification au club à New York, c'est assez particulier. C'est un club qui a énormément d'argent, évidemment, parce que c'est un gros marché, mais il manque il n'y a pas d'âme, pour moi. Moi, tu vois, ces deux équipes-là, je ne les vois pas se rendre loin en play-off. Moi, je pense que le deuxième tour, les deux vont être éliminés. Moi, ce que je pense, ça aussi, oui. Mais je trouve intéressant ton point des Pingouins. Moi, je penche un peu plus cette saison pour les Rangers. Dans le but, c'est vraiment là, je pense, qu'il va y avoir une différence. Je pense que Malkin, Letang, Crosby peuvent... Panarin, on n'en a pas beaucoup parlé cette saison. On n'en a pas beaucoup entendu parler cette saison à travers la Ligue nationale, mais c'est 100 points cette saison, Artemi Panarin. Exact. Chris Kreider, c'est 50 buts. C'est ça. Ouais, ça, c'est une surprise. Hein? Kreider. Kreider, sa meilleure saison en carrière. C'est assez exceptionnel. Anthony dans le chat qui nous dit gardien des Pingouins, c'est limite. Loïc Genzel est vraiment sorti de nulle part pour s'imposer comme le nouveau leader d'attaque des Pingouins. Reste, c'est quoi, une quarantaine de buts cette saison? 44, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Ouais. C'est assez exceptionnel. Jake Genzel qui, année après année, s'améliore. Il est parti très fort déjà, mais c'est sûr que quand tu joues avec Sidney Crosby, ça aide. C'est plus facile. Mais s'améliore d'année en année, marque plus de points malgré le fait que Crosby, sans dire qu'il ralentit parce qu'il a encore plus d'un point par match, mais il vieillit quand même. Il n'est pas sur le même rythme qu'il était. Si tu veux moins te faire mal un petit peu en vieillissant et tout, mais il est toujours là, il est toujours très malin, il est toujours un danger quand il est sur la glace. Mais on parlait de Corey Perry un peu plus tôt. Tu sais, quand tu parles des trois derniers, Malkin, Letang et Crosby, si les Pingouins passent, c'est vraiment parce que ces trois-là se sont levés. C'est vraiment parce que ces trois-là, on dit c'est notre dernière ensemble, puis on va jusqu'au bout. Puis parce que les lendemains, ils vont être difficiles à Pittsburgh. Hein? Parce que là, c'est une équipe qui, depuis des années, les Pingouins de Pittsburgh, grâce à ces trois joueurs-là, est connue. Il y a eu Marc-André Fleury, Mario Lemieux, propriétaire, etc. C'est une franchise... c'est drôle parce que Jan Cooper, le coach de Tampa Bay, s'est fait mettre dehors un match qu'il jouait contre Pittsburgh. Parce qu'il gueulait à l'arbitre « Team America, Team America ». Il y a un running gag dans le milieu qui se dit que l'équipe Pittsburgh avec Crosby, c'est Team America, c'est
intouchables. On ne peut pas leur toucher. Il ne faut pas les frapper, eux, parce que chaque fois, les arbitres sont sous-entendus, favorisent Pittsburgh. Young Cooper s'est fait mettre dehors par Wes McCauley. L'arbitre qui parle beaucoup, là, c'est Wes McCauley, hein? Oui. Ouais. Et puis, on l'a entendu, on a entendu ses propos, ont été relatés. Team America, l'air de dire, toi, t'es pro Crosby, puis nous, on est de la merde, etc. Il s'est fait mettre dehors là, par McCauley. D'ailleurs, il a mis l'entraîneur des Panthers aussi dehors, puis Huberdeau d'un match, donc il a fait le ménage, McCauley. Là, il dit, vous allez me respecter, les garçons. Mais tout ça pour dire que, voilà, Pittsburgh, c'est... La fin, je pense que ça va être la fin d'un règne. On a eu la discussion dans le tout premier Overtime NHL. Je l'avais fait avec Nicolas Ducharme, mais il y a une question qui était revenue dans le chat et que j'avais posée à Nicolas. Est-ce que c'est la fin d'une ère à Pittsburgh? Est-ce qu'on devrait penser à la reconstruction? Les deux, on était d'accord que oui, c'est la fin d'une ère. Je pense qu'ils nous ont surpris cette saison. Oui. Le temps, surtout le temps. Le temps, meilleur. Niveau comptable, c'est sa meilleure saison en carrière. C'est fou. Ça va assurer ses vieux jours, à mon avis, avec le prochain contrat. Oui. La blessure de Malkin, qui n'a pas affecté Pittsburgh au début de la saison quand même, qui ont réussi à se faufiler. Loïc qui demande, est-ce que c'est Gensel qui pourrait faire tourner la série plutôt que les attendus Crosby, Malkin, le temps, etc. Peut-être. Et ce serait une bonne nouvelle pour les Pingouins. Oui, d'avoir de jeunes leaders qui se lèvent au bon moment. Ça prend ça, effectivement. Dernière série dans l'Est. Et déjà, on a des messages sur cette série-là. Je pense que tout le monde a été un peu surpris. C'est les Maple Leafs de Toronto contre le Lightning de Tampa Bay. Et je dis surpris parce que les Maple Leafs ont gagné 5-0 hier. Le Lightning qui a connu une fin de saison exceptionnelle. Je pense que c'est 7 victoires en 9 matchs, 48 buts marqués contre 20 quelques. Ils ont dominé. Et là, ils se font blanchir contre les Maple Leafs. Les Maple Leafs qui avaient été battus par le Lightning 8-1 il y a quelques semaines après, une semaine après à peine. Et là, le 5-0 est surprenant, mais on parle de Vasilevski, à quel point il est bon. Hier, il a été plutôt moyen. Disons-le, là, sur le but de Mitch Marner, je ne comprends toujours pas comment un gardien peut être déporté autant que ça dans un déplacement. Mais ça arrive. C'est le premier match. Peut-être un petit wake-up call. Des fois, c'est bien que ça t'arrive tôt dans les playoffs, un petit wake-up call comme ça. Mais moi, Tampa Bay, Kucherov, une grosse moyenne. Stamkos aussi. Ils ont encore les moyens. Ils ont une grosse défensive avec Kedman en défense et tout ça. Ils ont encore ce qu'il faut, Braden Point. Mais la fatigue, bon, ça fait 2 ans qu'on parle qu'ils vont être fatigués parce qu'ils se rendent chaque fois loin dans les playoffs, puis la saison a été retardée, ils n'ont pas eu beaucoup de pauses, etc. Mais ils réussissent toujours à s'en sortir. Mais moi, je pense que Toronto, une fois ou l'autre, va y arriver. Là. Moi, j'aime beaucoup Marner et Matthews. Évidemment, on les a accusés de tous les mots, des chokers, Toronto ne va pas y arriver. Là, j'ai encore lu des trucs aujourd'hui. Bon, de toute façon, tant qu'ils en ont... Ils peuvent mener 3-0, ils vont de toute façon perdre. Ils vont se faire rattraper. Donc, à Toronto, c'est le running gag un peu. Bon, on aime à détester Toronto, hein, comme en Suisse, on aime à détester Berne ou Zurich. Voilà. C'est le gros marché, c'est les superstars. Mais moi, je pense qu'on dit qu'ils n'ont pas beaucoup de gardiens. Moi, je déteste pas les gardiens. Campbell n'a pas fait de mauvaise saison non plus. Je veux dire, on tapait sur Gunderson l'année passée, puis cette année, on l'encense à Caroline. Là. Je trouve que, oui, en défensive, bon, OK, il n'y a pas de man, tu n'as pas des gros noms, tu n'as pas de Yossi, mais c'est quand même une bonne équipe qui ont fait un paquet de points en saison régulière. Je veux dire, à un moment donné, oui, la saison régulière, les playoffs, c'est pas la même chose. Mais l'année passée, moi, je pense que Montréal a été chanceux de les battre, sérieusement. Dans le 5e match, là, la passe du Galchenyuk, il a donné Caulfield s'échappe. Sérieusement, ils ont dominé les Canadiens de Montréal. Tous les chiffres étaient pour eux. Marner n'arrivait pas à marquer, mais les chances étaient là. Même Jack Campbell, ses chiffres contre le Canadien, c'était sa première série en carrière. Là. Quand tu regardes ses statistiques en playoff, Jack Campbell, c'est loin d'être mauvais. Ouais. C'est juste qu'il n'a pas été chercher la victoire de plus qui aurait éliminé le Canadien de Montréal et qui aurait permis à Toronto. Mais encore là, ça revient à Anderson quand il était devant la cage des Maple Leafs. Est-ce que c'est qu'à lui qu'on doit attribuer la défaite? Je pense pas. Non. Moi aussi, je pense que s'il y a une saison pour les Leafs de passer en deuxième ronde, c'est cette année. Même si c'est le Lightning de Tampa Bay qui sont devant eux. Ouais. Là, tu as un Austin Matthews au sommet de son art. Tu as un Mitch Marner qui a été... je pense un aussi grand leader que Matthews dans cette équipe-là. Sa saison est exceptionnelle. Tavares, si on ne parle pas de Tavares, mais Tavares, c'est un top-notch dans cette ligue-là. Là. Rappelez-vous le contrat qu'il a signé, 77 millions pour 7 ans. C'est un des meilleurs joueurs de centre, un leader, le capitaine.
Il a fait 80, il a fait ses points, mais on n'en parle pas parce qu'il y a 2 super vedettes devant lui. Mais Tavares, il serait premier centre dans à peu près toutes les équipes. Là. Et l'année passée, il a été blessé dans le premier match contre le Canadien. Il faut le rappeler. Ben Il n'était pas dans la série. Oui. Ça aurait peut-être changé bien des choses si John Tavares avait été là. Parce que, justement, Philippe Danault avait fait un travail exceptionnel contre Austin Matthews. Ouais. Mais tu n'avais que Marner et Matthews à surveiller, un peu Nylander aussi. Là, mais Nylander était meilleur que les 2 autres l'année passée. Mais il n'y avait pas Tavares. Donc, tu n'avais pas 2 trios à surveiller. Suzuki était moins exposé. C'est ça. Parce que Danault prenait le premier trio. D'ailleurs, ça a été le cas tout au long des séries. Suzuki était moins exposé parce qu'il jouait toujours contre le deuxième trio, non pas contre la force offensive. Ça, c'est le match-up. Ça, c'est le truc que j'explique aux gens souvent. Le match-up, comment ton coach t'utilise, contre qui tu joues, c'est... Tu dis, un match facile contre cette équipe-là, il aurait dû ramasser des points. Oui, mais attends, est-ce qu'il a joué contre la meilleure ligne adverse, les meilleurs défenseurs tout du long? Ça change la donne. C'est énorme. Il y a un match dans le match. Il faut l'observer, ça. Parce qu'il y a des joueurs qui ont un rôle particulier, puis ça change. Hein? Je veux dire, si tu joues à la maison, puis tu envoies tes meilleurs joueurs contre la ligne, la 4e ou la 3e ligne de l'autre côté, ben là, tu prends l'ascendant, etc. Il y a des coachs qui préfèrent jouer force contre force, même à la maison, en se disant, je vais gagner mon match-up, on va gagner. Puis d'autres qui essaient toujours de mettre leur grosse ligne contre la petite ligne de l'autre côté, surtout à la maison, pour tirer profit. Donc, le match dans le match, il faut l'observer pour évaluer les performances aussi des joueurs. Ouais. Il y a des commentaires. Loïc qui dit qu'il faut attendre que Stamkos se lève dans la chambre. Quel joueur, Steven Stamkos. Première saison de 100 points pour Stamkos en carrière. Il a joué toute une saison. Il y a eu des points, des matchs de 5-6 points. Là. À la fin de saison, c'était incroyable. Sa fin de saison, c'était incroyable. Tout qui rentrait. Anto qui nous dit « Quelque chose me dit que Tampa Bay va faire du zoug dans cette série. » Bien vu, Anthony, bien vu. Pas mal celle-là. Il y a Kevin qui dit « Est-ce que les Leafs ont enfin appris à gagner en série? » On va le voir cette saison. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas gagné en série. Donc, non. Depuis 2004, c'est le complexe. Puis honnêtement, à Toronto, c'est dur. Et s'ils ne gagnent pas cette saison, là... Dubas, c'est loin. Le directeur général, s'il ne gagne pas cette saison, Kyle Dubas, c'est loin. Le directeur général, le spécialiste des stats avancés, c'est le dernier des Mohicans. Là, il y en a un qui, à Arizona, il a perdu son job et lui, il va être loin aussi. Là. C'est une mode qui aura duré un petit bout là, des dirigeants qui ne se basent que sur ça. Moi, je pense pas qu'il a fait un mauvais job. Sérieusement, c'est difficile, mais il va être pendu sur la place publique, c'est certain. Puis même le coach aussi, probablement. Donc, il y a quelqu'un qui devra payer, Shanahan peut-être. Il y a quelqu'un qui va payer le prix pour ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le marché de Toronto. C'est comme à Montréal. Ça pardonne pas ses pires. Vladi qui dit bon, Perry peut toujours blesser Tavares. L'année passée, il l'a fait. Ça peut se reproduire. Il faut dire que c'était totalement accidentel, là. Le commentaire, moi je l'aime pas trop parce que Tavares était tombé genou accidentel à la tête et Perry s'en voulait beaucoup. Il est allé voir Tavares tout de suite. Surtout qu'il est resté sur civière. C'était 100%, c'était 100% accidentel. C'est vrai qu'il a une réputation, Perry. Il a la réputation d'être salaud. Oui, mais il a aussi la réputation d'avoir les arbitres de son côté aussi. Tu dis ça, t'as encore les arbitres. Il a joué à Fribourg, lui? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de joueur qui... C'est pas un Gallagher. C'est pas le genre de joueur qui est ciblé par les arbitres. Au contraire, les arbitres le surveillent, savent qu'il peut être limite, mais il réussit toujours à bien s'en tirer. Dans sa carrière, habituellement, il a eu un respect avec les arbitres. Il passe entre les mailles du filet, comme on dit. Mais c'est vrai que sa présence avec le Lightning de Tampa Bay pourrait faire une différence. C'est 40 points, je pense, cette saison, 39-40 points pour un gars vieillissant on pensait fini. Ouais. Il est loin d'être fini. Son leadership, on a parlé de Stamkos. Kucherov qui n'a pas joué la plus grande saison, mais quand même, je pense, dans ses 9 derniers matchs, une dizaine de buts. Il y a plus de 2 points par match dans ses 10 derniers matchs, je pense. Oui, c'est ça. Mais c'est son retour après sa blessure qui a été un peu plus lent dans son cas. Braden Point s'est réveillé aussi dans les derniers matchs. Victor Edmond, on n'en parle pas beaucoup non plus, là, parce qu'on parle toujours de Yossi, de Makar parce qu'ils font des points. On parle toujours de ceux qui font des points. Hein. Edmond a la meilleure saison d'un Suédois dans l'histoire. Il a battu Erik Karlsson pour le nombre de points. C'est plus d'un point par match. Si je ne me trompe pas, c'est 84 ou 85 points qu'il a obtenus en 82 matchs. C'est pas beaucoup moins que Makar. Non. Puis il est nettement meilleur défensivement que Makar. Oui, c'est ça. C'est un défenseur beaucoup plus complet. Faut pas l'oublier pour le trophée Norris.
Et il y a Vasilevski qui va se ressaisir. Là. Ce ne sera pas toujours des matchs comme hier. En tout cas, c'est le gardien numéro 1 incontestable de la NHL actuellement. Il y a eu Carey Price un temps, qui n'a jamais rien gagné. C'est Vasilevski. Vasilevski, tout le monde dit que c'est... Et on verra dans l'avenir si Shesterkin va continuer parce que c'est une question de rester dans le temps aussi. Vasilevski, là, ça fait plusieurs saisons qu'il est au top. Shesterkin, c'est une saison exceptionnelle, mais... Il n'a pas le gabarit de Vasilevski non plus, non. Shesterkin. Shesterkin n'est pas si gros, si costaud que ça par rapport à Vasilevski. Vasilevski, il est énorme. Il est un papillon, là, il pète poteau à poteau, puis les épaules au-dessus de la barre à genoux. Avec les cheveux aussi, ça aide un peu. Mais donc, oui, c'est l'année pour que Toronto passe. Je pense qu'on doit passer du côté de Toronto et je pense qu'on le sait. À voir d'ailleurs la performance de Matthews et Marner hier, qui ont été vivement critiqués par les dernières années. Là, ils sont arrivés au premier match. Moi, je suis content pour eux parce que moi, je les aime bien. Ils sont rafraîchissants, les gars. C'est des stars, là, puis tout. Mais ils sont rafraîchissants. Marner a un sens du jeu exceptionnel. Austin Matthews shoot le puck comme c'est pas possible. Je pense que j'ai jamais vu un gars shooter le puck comme ça. C'est un sniper, mais c'est tellement facile. Ça sort comme... Et moi, je me dis, je souhaite que ces deux gars-là fassent... qu'ils sont encore jeunes, en plus. Hein. Les gamins, c'est des gamins. Là, je souhaite qu'ils gagnent quelque chose. Puis Tavares est là aussi. Tavares a plus d'expérience et tout. Moi, je souhaite pour eux, là, parce que franchement, ce qu'ils ont vécu l'année passée, là, c'était... bon, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais à 11 millions, à 12 millions par année, ça rend le malheur confortable. Ouais, mais peu importe le chèque que tu as à la fin du mois, moralement, etc., faut vraiment que tu sois fort pour... Ils ont rebondi cette année. Hein. Mais quand même, le Lightning de Tampa Bay qui est toujours à prendre au sérieux. D'ailleurs, Fabien nous demande, c'est déjà exceptionnel de gagner 2 Coupes Stanley de suite. Oui, aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous y croyez une 3e de Moi, suite je pense pas. quand on voit l'adversité de la Ligue? Moi non plus, j'y crois pas. Moi, je pense pas qu'ils vont y arriver cette année. La dernière fois que c'est arrivé, les Islanders de New York au début des années 80 ça, avec Mike Bossy, Brian les Trottier, 4 de suite. Billy Smith, Clark Gillies. C'est la dernière fois qu'on est monté à plus de 2 Coupes Stanley consécutives. Sinon, Denis 3... Potvin. J'étais d'ailleurs à une des finales des Islanders de New York qui avaient joué contre les Nordiques aussi en demi-finale à Québec. Je me souviens de ça. Je me souviens très bien de ça. Ils avaient gagné, sauf erreur, la finale de conférence contre les Nordiques à Québec. Le trophée qui était là, Prince de Galles ou je ne sais plus lequel. Là. Bref, dans les souvenirs, ça c'est des souvenirs. Moi, j'étais pas né. J'ai raté ces belles années. Moi, j'ai vécu ça au début des années 80. Les 4 Coupes Stanley, il y avait celui qui avait le casque... Butcher qui l'appelait, je me souviens plus de son nom, mais Clark Gillies qui est décédé aussi d'ailleurs, Denis Potvin, dans des grandes époques, Billy Smith là, qui coupait des têtes avec sa canne, il se lâchait tout le monde devant le but. Une autre époque. Une autre époque. Donc, pour terminer sur la conférence de l'Est, je pense qu'on était unanime sur la Floride. Pour passer Washington. Niveau Toronto, Tampa, on va y aller pour Toronto parce que je pense qu'il le mérite. Là, moi aussi, je ne gagerai pas ma chemise là-dessus, mais j'espère que ce sera Toronto. Et imaginez la demi-finale. Quoi que ce serait une demi-finale incroyable entre la Floride et Tampa Bay, mais entre Floride et Toronto aussi, ça pourrait être assez électrisant comme demi-finale. La Caroline, là-dessus, on était d'accord également. Et moi, je suis allé avec les Rangers. Toi, tu y vas avec les Penguins. Moi, avec Pittsburgh, c'est la nostalgie. On va se reparler de toute façon dans 2 semaines pour Overtime NHL. Pour la 2e ronde, on verra qui avait raison ou tort. On va maintenant aller du côté de l'association de l'Ouest. Moi, je trouve que l'association de l'Ouest est peut-être un peu moins serrée que dans l'Est. En partant avec l'Avalanche du Colorado contre les Predators de Nashville. Ça ne devrait pas être long. Ça, c'est bon pour les Suisses. C'est bon pour la Suisse. Yossi va revenir tôt, va être en forme les championnats du monde. C'est dommage pour Yossi, mais honnêtement, c'est le pire match-up qu'il pouvait avoir. En fait, personne ne voulait affronter l'Avalanche du Colorado. Non. C'est l'entraîneur, d'ailleurs, Daryl Sutter des Flames, là, qui avait dit si tu affrontes le Colorado en finale, tu fais juste retarder tes vacances de 8 jours. C'est tout. C'est clair. Et 8 jours, si c'est un match aux 2 jours, c'est que c'est des 4-0. C'est 4 matchs. Mais l'Avalanche du Colorado est très fort cette saison. Et les Prédateurs qui terminent une saison surprenante, disons-le. Yossi, saison exceptionnelle. Devant le filet, Sarah, ça a été très bon. Ensuite, Philippe Forsberg, sa meilleure saison en carrière. Matt Duchesne, sa meilleure saison en carrière. Ryan Johansson a connu une bonne saison aussi avec une 50aine de points. Ça faisait longtemps, lui, qu'on se posait des questions. Tanner Janot, qui est comme recrue, 24 buts, si je ne me trompe pas. C'est lui le meneur avec Bunting pour les buteurs chez les recrues dans la saison.
mais termine la saison en perdant une avance de 4-0 contre les Coyotes de l'Arizona. Perdent 5-4. Et professionnel. le résultat de tout ça, les Panthers ont perdu 10-2 à Montréal, je te rappelle. Hein? Oui, avec une équipe de la Ligue américaine, faut le dire, mais... Arrête. Arrête, les Canadiens, top of the world. Mais cette défaite-là, jumelée à la victoire des Stars de Dallas, a quand même fait que les Prédateurs affrontent l'Avalanche du Colorado à partir de ce soir. Et l'Avalanche... C'est un match. L'Avalanche, là, doit gagner cette année. Ah oui, eux, ils sont au sommet. Là. Eux sont au sommet. Antanen, tout ça, là, ils sont au sommet. Là. Ils doivent, là, sont dans leurs années, disons les 2-3 prochaines années. Ils sont à leur pic. Puis après ça, le problème, c'est qu'en NHL, c'est dur de régner parce qu'il y a les gars qui tombent autonomes puis qui vont chercher de l'argent ailleurs et tout. Mais non, ils doivent gagner cette année. Ils sont au sommet de leur art. T'as Makar qui est encore jeune, McKinnon qui est en fleur de l'âge et tout. Non, même. L'équipe de Joe Sakic, ça fait longtemps qu'il travaille là, pour la reconstruire, cette équipe-là, hein, Joe Sakic. Et là, le Money Time, c'est maintenant. Moi, je pense qu'ils peuvent se rendre en finale cette année. Mais Calgary, tout le monde... Moi, je suis Calgary, je sais pas, je regarde le papier et ça m'excite pas, franchement, mais tout le monde dit que Calgary est redoutable. Redoutable. Johnny Hockey Gaudreau, qui sera agent libre sans compensation à la fin de l'année, va toucher le magot, la meilleure saison en carrière. Tkachuk. Mais moi, j'espère que ces deux équipes-là, parce que s'ils s'affrontent, ça va être en finale de l'Ouest. J'espère que ce sera la finale de l'Ouest, personnellement, parce que c'est les deux meilleures équipes dans l'Ouest. Pour revenir au Colorado contre Nashville, Fabien nous dit duel Makar-Yossi. C'est vrai que ce sera un très beau duel de défenseurs offensifs, mais je donne quand même l'avantage, en fait, dans pas mal tous les aspects du jeu. Je donne l'avantage au Colorado. Darcy Kemper a connu une bonne saison. Cale Makar a de l'aide. C'est pas un défenseur au Colorado, c'est une brigade défensive. Et là, Bourne Byram est revenu en plus. Il fait loin d'être mauvais. On peut penser aussi à Taves, Devon Taves là-bas. Ils ont vraiment une grosse brigade défensive. Et l'attaque, Patrick Roy aura laissé tout un héritage à l'Avalanche du Colorado. Parce qu'il faut rappeler que lors de la draft de Nathan MacKinnon, le premier choix se jouait beaucoup entre Seth Jones et Nathan MacKinnon. Seth Jones est originaire du Colorado. Le Colorado s'en allait vers Seth Jones. Ils ont embauché Patrick Roy qui, lui, venait de voir jouer Nathan MacKinnon pendant 2 ans. Et il a dit non, c'est Nathan MacKinnon comprend, c'est lui le meilleur joueur de la draft, je vous l'assure. Il est toujours en contact avec lui d'ailleurs. Hein. Il parle régulièrement, il regarde ses matchs et tout. Nathan l'appelle de temps en temps. Ouais, Patrick Roy fait beaucoup ça avec ses anciens joueurs. Kourachev aussi, les gars l'appellent et tout. Ils parlent beaucoup entre eux. Donc, et moi, j'ai bien l'impression que Nathan MacKinnon va être... Quand tu as besoin de Nathan MacKinnon, il répond présent. Et la défaite de la saison passée, je me souviens de la conférence de presse où il avait l'air frustré d'avoir perdu. Et moi, j'espère qu'il va rentrer avec cette espèce de rage, désir de vaincre et qu'il prenne vraiment l'ascendant dans ces séries. Moi, j'espère parce que c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. C'est une équipe qui joue encore une fois vers l'avant. C'est pas des équipes qui jouent des styles défensifs éteignoirs. C'est des équipes qui jouent offensivement et qui donnent du spectacle. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Toronto aussi. Bon, j'aime bien Tampa. Tampa est extraordinaire aussi. Mais c'est pour ça que j'aime bien voir les grandes vedettes parce qu'eux, ils donnent un spectacle à eux tout seuls. C'est vraiment intéressant. Ouais. Deuxième série, et on a eu une question de Didier, votre avis sur les chances des Blues de passer la série contre le Wild. Dans l'Ouest, c'est peut-être la série la plus serrée. Oui. Mais le Wild, sa bête noire, l'équipe contre qui ils ont le moins de succès depuis des années, ce sont les Blues de Saint-Louis. Ça ressemblait à ça hier soir. Hein? David Perron a marqué 3 buts de la même façon. C'était des copier-coller 3 fois. Je pense que le score est sévère pour le match qu'on a eu. C'était un peu plus serré que le 4-0 qui paraît sur la feuille de pointage à la fin de la soirée. Mais moi, je vois quand même les Blues passer de Wild. Moi aussi, je pense que oui. Mais bon, il y a Flower. Mais là, tu fais quoi, justement? Parce que Cam Talbot... L'effet Flower. Là, Cam Talbot, là, parce que c'était Marc-André Fleury devant la cage hier, cette nuit. Tous les médias nord-américains disaient que Cam Talbot, il peut être tranquille. Il ne jouera pas un match en playoff. Mais Cam Talbot, en fin de saison, dans les 11 derniers matchs des deux gardiens là, avec le Wild, il a de meilleurs chiffres que Marc-André Fleury.
Bon, est-ce qu'il a été utilisé contre des moins bonnes équipes parce qu'on gardait... Aussi, peut-être, ouais. Je sais pas si on a ciblé vraiment qui était le numéro 1, mais on a clairement 2 gardiens de qualité. Mais Talbot, je te ferai remarquer que où il était avant. Oui. De lui, hein? Cette saison, il a des chiffres qui vont avec... Parce que pour moi, le Wild a surperformé toute la saison. Matt Zuccarello, sa saison... On est d'accord. OK. Kirill Kaprizov, ça va. Kevin Fiala... Meilleure saison en carrière. Meilleure saison en carrière. Est-ce qu'il a surperformé, on ne sait pas. Je pense que son rythme est... Je pense pas que c'est un gars d'un point par match. Je pense qu'il va être plus entre le 60 et le 70 points par match dans son... Par année, oui. Par année. Je pense que c'est là qu'on doit le voir. Matthew Boldy, bon, c'est une recrue, il a très bien joué. Frédéric Gaudreau, il est dans un rôle plus offensif au Minnesota qu'à Nashville. Mais est-ce que c'est un gars de 55 points par saison? Mais c'est un gars qu'on savait même pas s'il pouvait jouer à NHL. C'est ça, c'est un gars qui jouait AHL, NHL, qui n'avait pas un rôle à Nashville. Donc, je pense qu'il y a eu Cam Talbot. Je pense qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont surperformé au Minnesota. À voir ce que ça va donner en playoff. Mais est-ce que c'est un pari à prendre d'essayer Talbot? Ou tu y vas avec l'expérience puis les Coupes Stanley de Fleury? Moi, je pense que oui. On sait que Flower, dans les playoffs, il se transcende, il est connu pour ça, etc. Bon, tu vas me dire contre les Canadiens l'année passée, il en a fait 2-3 belles. Bon, il a fait des... Marc-André Fleury, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que oui, c'est un bon gardien de playoffs, mais en même temps, quand tu regardes ces playoffs ou ces finales de championnat du monde junior, ou dans des matchs importants, ça arrive qu'il a une petite crampe au cerveau. Ouais. Et qui fait une erreur, qui coûte un match... à Montréal l'année passée. À Montréal l'année passée, ça tourne la série. Championnat du monde junior, là, quand il fait la passe sur son défenseur, ça rentre dans le but. Et c'est pour les Canadiens, ça reste dans nos mémoires. Et c'est tellement un bon gardien, mais oui, c'est arrivé qu'il fasse des erreurs du genre. Parce que c'est un gardien aussi qui prend des chances, qui aime sortir de jouer la rondelle. Ça vient avec un risque, ça vient avec un danger. On allait chercher pour le faire jouer, hein, honnêtement. On allait chercher parce qu'on s'est dit c'est peut-être la pièce maîtresse parce qu'on n'avait peut-être pas confiance en Talbot. Et puis voilà, moi je pense qu'on va revenir quand même avec Flower le prochain match. Il était à 87,5 hier, mais bon... je pense que tu es obligé de lui en donner au moins 2 avant de changer. Si tu perds après ça, tu peux peut-être changer le rythme. Parce que surtout que là, il joue au Minnesota, donc si tu en perds 2 au Minnesota, tu es dans l'eau chaude, tu t'en vas à Saint-Louis. Peut-être qu'essayer un changement... Moi je dis l'eau bouillante, pas l'eau chaude, l'eau bouillante. Ouais. Je te comprends. Ah, de la vapeur, là. Ça se transforme en vapeur. On a eu la question sur les premiers résultats de la nuit dernière. Est-ce que vous avez été surpris de certains dénouements? Oui, bien sûr. 5-0, le Toronto, là. 5-0. Moi, c'est l'écart. Oui, c'est ça. Moi, c'est 5-0, puis 5-1. Pas les résultats. Non, moi, c'est 4-0, 5-0. Voilà. Moi, je suis surpris des scores. Après, les premiers matchs, tout le monde dit que le premier match, pas si important que ça, mais il compte pour un quand même. Oui. Mais tout le monde dit, attention, premier match. Voilà. Mais là, c'est toujours mieux de le gagner, le premier match. Hein, parce que, voilà. Mais effectivement, j'ai été un peu surpris. Ouais. Quand je me suis levé ce matin, j'ai regardé quelques débuts de match, je vais me coucher après. Mais parce que je voulais attendre que pas les potins, les Nord-Américains, les théories des Nord-Américains avant les playoffs, évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Donc, comme nous, hein. Ouais. Donc, on parle pour parler, là. On jase, mais il ne faut pas prendre ça pour du cash. Ne dépensez pas votre argent sur nos Non, on s'amuse. On aime discuter de hockey, c'est ce qu'on fait. Puis... oui, heureusement qu'on se trompe, parce que sinon... Mais oui, sinon... Sinon, on ferait de l'argent, par contre. Exact. Non, mais moi, j'ai été surpris. Si on prend, premièrement, si on revient au score, au résultat de cette nuit, la Caroline, là, c'est 0-0 jusqu'à 3 minutes 12 de la fin de la deuxième période, là. Donc, c'est un match serré, mais ça finit 5-1, donc ça a débloqué d'un coup. Le 5-0 contre Toronto, ça, j'y aurais jamais cru. Pas que j'aurais jamais cru que Toronto gagne, mais le 5-0 avec une aussi grosse marge contre Vasilevski, ça, non. Le 4-0 de Saint-Louis m'a surpris quand même, parce que Minnesota a eu des bons flashs dans ce match. Ils étaient à la maison, je ne m'attendais pas à un 4-0. Et j'ai pas du tout été surpris, moi, de Edmonton, Los Angeles, mais ça, on y reviendra plus tard. Là. Ben, quoi que non. Les pauvres, là, on est rendu là. On s'en va vers l'ouest, là, on est là. Ben, allons-y avec la série Edmonton Oilers contre Los Angeles Kings. Moi, tu vois, cette série-là, j'y vais avec les Kings. Ça, c'est comme Toronto. Toronto et Edmonton, c'est le même combat. Des superstars. Il y a Marner, Tavares, Austin Matthews, McDavid, Draisaitl. Ils sont pas capables de gagner les titres.
Parce qu'ils n'ont pas de gardien, parce qu'ils n'ont pas d'équipe, l'équipe est mal construite. Ouais. C'est exactement la même story. En playoff, j'ai l'impression qu'il y a toujours... puis on parlait des bourdes qu'a fait Fleury, Anthony, en note une de Mike Smith. Là. Il a fait la bourde du soir, mais il a réussi tout un arrêt quand il est revenu devant sa cage, par contre. Ça a été... ouais, et c'est ça, il rajoute malgré un big save. Mais oui, c'est le risque lui aussi, c'est un gardien qui aime beaucoup jouer la rondelle. D'ailleurs, c'est un des bons en NHL qui joue la rondelle. Moi, en fait, en playoff, tu as toujours une espèce d'équipe surprise. Et je pense... Ça va être les Kings. Moi, je pense que c'est les Kings, mais pour cette première ronde. Pas pour le reste. Je pense pas qu'ils ont une équipe de se rendre loin. Non. Mais c'est parce que moi, je regarde le match-up et les Oilers d'Edmonton, puis j'en avais parlé avec Gaétan Haas au début de la saison. On était revenu sur les playoffs. Qu'est-ce qui fonctionnait pas en playoff de cette équipe-là? Puis il avait dit, McDavid et Draisaitl sont surveillés. Quand eux fonctionnent pas, on n'a rien d'autre. Et là, tu as Philippe Danault, qui est probablement l'un des futurs gagnants du Trophée Selke. Tourne pas le couteau dans la plaie. Tourne pas le couteau dans la plaie. À Montréal, là, c'est aïe. À Montréal, Danault, pourquoi il n'a pas donné les 5,5 millions qu'il voulait, machin. Peut-être qu'il voulait partir. Peut-être que sa vie à Californie est plus confortable. Ça, je dis rien, mais... en tout cas, il a bien joué. Il a connu une grosse saison, Philippe Danault. Oui, Puis son rôle est sous-estimé à Montréal parce qu'il a joué... le rôle qu'il a eu en playoff. Là. Oui. Il a joué le match-up qui joue contre les meilleurs trios adverses quasiment tous les soirs. Et donc, c'est sa responsabilité de couvrir les meilleurs éléments des Oilers. Mais attention, parce que le premier centre, parce que Danault est deuxième centre, le premier centre de cette équipe-là, c'est Andrzej Kopitar. Andrzej Kopitar, qui a, si je ne me trompe pas, a déjà gagné le Selke, est souvent en nomination pour le Selke, est un des bons centres two-way dans la Ligue nationale, qui excelle offensivement, qui est très bon défensivement. Donc là, tu as deux centres pour contrer McDavid et Draisaitl. Pas seulement un. Là. C'est pas juste Danault qui doit s'acquitter de la tâche pour tout le monde. Tu en as deux qui peuvent faire le travail. Exact. Et après, tu as quoi? C'est là où... No man's land. Yeah, Nugent Hopkins est -3, je pense, hier. Quelque chose comme ça. Et hier, quel trio a fonctionné du côté des Kings? Celui de Danault, un but, une passe. Les trois joueurs ont ramassé 7 points hier. Chacun 2 points, puis il y en a un qui a 3 points. Ça en dit long sur... ils sont bons défensivement, mais ils ont une capacité offensive aussi. Ils reprennent les pucks libres, ils contrôlent bien la rondelle. Bon échec avant, créent des revirements. Drew Doughty va manquer à cette équipe-là. C'est pour ça que... Puis de toute façon, c'est une équipe qui est en progression. C'est pas une équipe qui peut espérer se rendre loin en playoff. Mais moi, je pense encore que les Oilers... Ils vont faire patate. Et je souhaite presque ça. Je dirais pas fort, là. J'aimerais ça qu'on brasse la cage à Edmonton, qu'on en échange un des deux et qu'on voit ce qu'on peut aller chercher en retour, qu'on se bâtisse une équipe autour d'un gars, parce que clairement, ça ne marche pas. Personne ne veut aller à Edmonton. C'est bien beau. Crosby et Malkin, ça a marché à Pittsburgh, mais tout le monde levait la main pour aller à Pittsburgh. Qui veut aller à Edmonton? Personne. Échanger Edmonton. Edmonton, là. C'est une ville qui est... Non, c'est pas grave. Il fait froid, on gèle. Et puis, c'est pas... Non, c'est tout sauf ville. Ouais, c'est pas une grande ville. C'est même pas plus gros que Québec, que la ville de Québec. Même presque plus petit. Moi, je suis allé, puis il y a des quartiers pas terribles. Et il y a 2-3 buildings au centre-ville. Il y a Rogers Place, et puis tu as les banlieues. Non, c'est pas... c'est une ville, voilà, c'est pétrole. Et puis... Si tu as déjà échangé Wayne Gretzky, je pense que tu peux en échanger un des deux et voir ce que ça rapporte. Le magot pourrait être énorme et on pourrait enfin avoir une équipe compétitive à Edmonton parce que je n'y crois pas. Quand je regarde l'avenir d'Edmonton, le présent et le passé des dernières années, je ne crois pas à cette équipe-là. Et je souhaite presque une défaite pour avoir des changements, pour avoir... le DG qui va en échanger un, là, je sais pas ce qu'il va avoir. Tu vas chercher un gardien numéro 1 presque assuré. Tu vas chercher des choix repêchage. Tu vas chercher un défenseur numéro 1, parce que Darnell Nurse, pour moi, c'est pas un défenseur numéro 1. Non. Pour un marqueur de 50 buts comme Draisaitl, je pense que c'est... et tu peux aller chercher peut-être un peu de profondeur. Tu peux peut-être mixer des joueurs. On parle pour parler. Là. Je suis pas en train de faire un échange. Je suis pas en train de... Mais c'est sûr que si tu dis Draisaitl ou McDavid est sur le marché, moi je pense que ce serait plus Draisaitl parce que McDavid est canadien, c'est l'image canadienne du club. Mais si tu échanges Draisaitl, 2 saisons de 110 points, 55 buts cette saison, le retour va être énorme. Pourquoi pas tester le marché? Pourquoi pas? Parce que le marché des agents libres, il n'y a personne qui va signer là de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils perdent toujours en première ronde. Parce que c'est une équipe, c'est un country club. T'as 2 grandes vedettes derrière qui jouent 23 minutes par match. Qui veut signer comme centre là-bas puis dire, ben moi, je vois, derrière eux, non. J'aurais pas de power play parce qu'ils prennent les 2 minutes.
J'aurais pas de temps de glace de qualité. Puis madame veut pas y aller, puis voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que, pour toutes ces raisons... Pour toutes ces raisons, c'est des bonnes raisons d'ailleurs. Après, je te félicite. Mike Smith, Jonathan Quick, pour moi, Quick est à la fin de sa carrière, Smith aussi. Pour moi, ça s'équivaut. Les deux sont capables de belles choses, ils sont capables du pire aussi. Ouais. Jonathan Quick a déjà eu des playoffs extraordinaires. Ouais, lui, il est exceptionnel. Les deux coupes cette année des Kings. C'est un pieuvre, c'est impressionnant. Impressionnant. Mais c'est justement, gardien très athlétique. Grand écart, tout ça. Et finalement, sur le camp, ça a été dur. C'est pas un gardien plus statique, plus papillon et tout ça. C'est un gardien qu'on voit très rarement, le style, ce genre de gardien-là. Un peu plus réflexe. Ouais. Et puis Calgary maintenant, Dallas. Donc toi, tu dis que... Moi, je dis Los Angeles. Bon, moi, juste pour te contrarier, je dirais Edmonton. Il faut qu'il y en ait une quand même. Je m'en fous. Je pas d'accord. Je m'en fous plus que toi, parce que toi, tu as l'air de prendre ça à cœur. Moi, je m'en fous plus que toi. Parce que pas une série qui m'attire spécialement. Mais moi, écoute, McDavid, il faut quand même... Et c'est un spectacle à lui tout seul. Le but qu'il a marqué hier. C'est un spectacle à lui tout seul. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà. Donc, lui, c'est typiquement le genre de joueur pour la génération d'aujourd'hui, la génération YouTube, là, toutes les highlights et tout, Matthews et tout ça, c'est un joueur parfait pour ça. Mais bon, moi, je veux dire Edmonton, juste pour te contrarier. Edmonton en 6, même. Faut pas dire en 4, là, mais... Ils ont le droit d'en perdre un autre. Et Kevin nous demandait un peu plus tôt sur le post qu'on avait fait, il avait envoyé la question, est-ce que les Oilers vont continuer à perdre en marquant autant ou arriveront-ils à resserrer la défense? C'est le problème. C'est une équipe qui est construite vers l'attaque. Là. Tu peux pas demander à McDavid puis tout ça de resserrer les boulons. Il va le faire quoi? Il va le faire 4-5 points par match. C'est une équipe qui est mindée attaque. C'est une équipe pour gagner les matchs 6-5. Ouais. Tu peux pas changer ça. Tu as tes deux superstars qui sont all offense. Tu peux demander aux autres de compenser un peu, mais tu peux pas transformer le style d'une équipe. C'est l'ADN. C'est leur ADN. C'est ça. Mais en même temps, à quel moment dans l'histoire ça a gagné des équipes qui sont bâties pour gagner 6-5? Moi, les Oilers d'Edmonton, avec Gretzky. Oui, Paul mais Coffey, Anderson. Dans l'ère moderne, on s'entend que les gardiens n'étaient pas les gardiens d'aujourd'hui. Non. Grand Fury. Dans l'ère moderne, là, et le dicton, c'est les défenses qui gagnent les championnats. Elle n'est pas 100% vraie, mais elle n'est pas 100% fausse non plus. C'est un mélange un peu, et tu dois avoir un solide gardien. C'est un équilibre. C'est un équilibre dans les trois. D'accord. Il y avait une question, en fait un commentaire de Kevin justement qui dit son but d'hier à McDavid est incroyable. On dirait que la défense est figée. Tout le monde s'en mêle dans les patins, mais il rentre avec tellement de vitesse qu'il prend tout le monde à contre-pied. C'est impossible, je pense, d'avoir un gap parfait contre ce gars-là. Ouais, on dirait que presque les défenseurs font exprès. Ça me fait penser au Harlem Globetrotter. Non, mais tu sais, l'équipe qui joue contre, là, ils font semblant, ils partent se faire attirer. Ils font des jeux extraordinaires, mais tu vois que l'autre équipe, ils jouent le jeu pour aller dans le mauvais sens. On dirait que le défenseur fait exprès. Il avait marqué un but, je ne sais plus contre qui, comme ça. Je ne sais pas si c'était pas les Rangers. T'as l'impression que les deux défenseurs sont là, puis ils les regardent passer. Là, ils font juste semblant de. Puis que, on dirait que c'est un truc organisé d'avance là, pour les réseaux sociaux. Non, mais voilà, évidemment, c'est pas le cas. Mais pour les gars qui. Ces buts-là vont tourner en boucle pendant 20 ans. Hein, quand on va. Ouais. Puis le gars qui est comme Mario Lemieux, que les défenseurs des North Stars du Minnesota qui s'étaient fait battre en contre 1 contre Mario Lemieux, qui avait déjoué tout le monde, puis avait marqué, je sais pas, d'une main. Les défenseurs, là, ils doivent en avoir, les deux gars qui se sont fait passer, ils doivent en avoir plein le cul d'avoir passé ces parce que c'est les seules images de leur carrière qu'on voit. C'est qui en défense? Aïe. C'est tout ce qui reste de leur carrière, ces gars-là, les pauvres. Patrick qui nous demande c'est quoi notre pronostic Floride-Washington. Floride, moi je dis Floride en 5 personnellement, si on va même dans le nombre de matchs. Ensuite il y avait le commentaire de Kevin, je pense qu'il devrait échanger McDavid et garder Draisaitl. Lui il ferait le contraire. La feuille d'érable a ramassé pour son grade là, parce que je peux vous dire que dans l'Ouest canadien la feuille d'érable c'est quelque chose, hein? Alberta là c'est... Ouais, et Patrick qui dit déçu des Golden Knights de Vegas après leurs années fantastiques, ils n'ont que à blâmer. Ah, ils sont pas été... Et d'ailleurs, là, dans les commentaires, je me souviens plus c'est quel joueur qui a mentionné ça dans les commentaires d'après-saison. Je pense que c'est Jonathan Marchessault. Il a dit on a plus d'identité à Vegas. En échangeant des gars comme Alex Stock à Buffalo pour un Eichel, en échangeant Marc-André Fleury, qui était l'image du club depuis le tout début. Depuis la première saison. C'est pas Pacioretty qui va être un grand leader. Hein? Non.
Non. Donc, cette C'est une équipe... bad apples, hein? Donc, les Golden Knights n'ont que à blâmer pour cette première exclusion des playoffs dans leur jeune histoire. Dernière série, là. Non, on y arrive. Ça fait 1h06 qu'on est ensemble, Steph. Flames de Calgary, Stars de Dallas. Tout le monde annonce que ça va être en Amérique. Tout le monde dit que ça va être à sens unique. Moi, je regarde le line-up de Calgary. Ça ne m'excite pas. Markstrom dans le but, il a fait une bonne saison. On dirait que tout le monde parle de lui comme un gardien de franchise quasiment. Donc, voilà. Puis Johnny Gaudreau, Johnny Hockey a fait sa plus grosse saison. Joueur autonome sans compensation. Il est annoncé partout dans la ligue. Hein? À Montréal, là, je peux te dire. À chaque fois qu'il y a un joueur autonome ça à serait Montréal... presque, moi, j'ai entendu dire que ce serait presque fait à Calgary. Mais c'est une question de termes d'argent, de ci, de ça. Mais... Depuis qu'ils ont été chercher Daryl Sutter comme entraîneur, là, quand ils sont allés chercher, qu'ils ont congédié, comment il s'appelait l'autre avant quand ils ont congédié l'entraîneur précédent, puis ils ont été chercher Daryl Sutter, tout le monde a dit Daryl Sutter, c'est un entraîneur qui n'est pas assez date, la vieille méthode, il est dur avec les gars, des criages à l'entraînement, stop and go, la baguette et tout. Ça marche plus comme ça, les jeunes aujourd'hui. Ils vont jamais rien tirer. C'est une catastrophe. Mais là, ça marche. Alors, pas trop mal? Finalement, la good old-fashioned way, comme on dit, la bonne vieille manière. Allez-y, les gars, la baguette. Johnny Gaudreau, il a fait comprendre aux gars, semble-t-il, comment il fallait qu'ils jouent au hockey pour avoir du succès. Puis, tu as des gars de talent qui tout à coup, Kachuk et tout ça, les gars qui... Mais, je regardais c'était Mangiapane, comment tu prononces? Mangiapane. Mangiapane. Pas mal aussi, c'est un gars qu'on... Mais, je veux dire, Johnny Gaudreau, c'est flamboyant. Hein, cette année, c'est extraordinaire. La meilleure saison en carrière. Et Matthew Tkachuk, là, 100 points. Tkachuk. Surprenant parce que c'est un power forward, ça. C'est pas un gars, c'est plus un grinder. Là. C'est un gars qu'on peut imaginer 70-80 points maximum. Mais là, 100 points, mais là, il joue avec l'autre. Ça va bien. Ça va bien. Patrick dit que Calgary vont facilement gagner, à mon humble avis. Moi, je pense aussi que Calgary va passer Dallas. Ouais, Dallas, c'est pas... Joe Pavelski, là, je sais pas quel âge pour... En même temps, c'est le meilleur trio des je Stars. sais, mais quel âge, heureusement, parce que Radulov, Seguin et Ben, là, c'est plus ce que c'était. Pourtant, Seguin n'est pas vieux. Non, mais ces gars-là ont ralenti d'un coup. Après la finale à la Coupe Stanley qu'ils ont connue contre la défaite contre le Lightning à 2 Seguin, ans. c'est un autre que tu as appris à bien, ça. Oui, il a appris à bien faire la fête, je crois. Oui. J'allais dire, il y a plusieurs Biennoises qui ont des bons souvenirs de lui, d'ailleurs. Mais, dit-on, c'est la rumeur urbaine. Moi, j'étais pas en Suisse quand il était là, et pourtant, j'ai entendu plusieurs histoires sur son passage. Bon, des fois, c'est comme ça, puis ça finit comme ça. Les histoires de pêche, un peu, mais mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont échangé à Boston. Hein. Oui. C'est son comportement hors glace. Parce que lui, à Boston, Tyler Seguin, moi, parenthèse, là, quand il y a eu les années de lockout, en 2004, je l'ai vécu, puis en 2012, je l'ai vécu, j'ai arbitré, j'étais sur la glace avec ces gars-là, c'était sensationnel. Et puis, c'est le gars qui m'a le plus impressionné. Hein. Non, mais il est exceptionnel. Et sa baisse de régime, je me l'explique mal. Je sais pas si c'est... Il faudrait peut-être que Dallas engage Kevin Schlepper. Moi, je dis que si Kevin Schlepper a su le gérer à Bienne, je pense que si Dallas engageait Kevin Schlepper, ça serait pas mal. Évidemment, c'est une touche d'humour, vous l'avez bien compris. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'il est... On parle plus de lui comme étant au sommet de la NHL, alors que c'est un gars qui était destiné à une carrière de top 10. C'est un gars de minimum 40 buts. C'est un gars de 80 points, près d'un point par match. Et là, ça reste un bon joueur, mais il n'est pas explosé comme on pense. Ouais. Et Robertson à Dallas, qui lui a marqué, je pense, 40 buts, connaît une super saison. C'est le premier trio, en fait, avec Hintz, Pavelski et Robertson qui fonctionne. Outre ce trio-là, il n'y a rien derrière. Et c'est là où il manque de profondeur, pour moi, par rapport à l'attaque des Flames, qui est l'une des meilleures de la Ligue. Niveau défensif, peut-être léger avantage à la brigade défensive des Stars, avec Ice Cannon comme premier. Ice Cannon est très bon. Mais devant la cage, avantage à Markstrom avec la saison qu'il a connue, 9 jeux blancs, c'est le record dans la Ligue cette saison. C'est pour ça que je donne l'avantage aux Flames. Par contre, moi j'ai un petit bémol sur Johnny Hockey. Un petit oui, mais... Johnny Hockey, pas grand, hein? Jamais il n'a performé en play-off en NHL. Il n'a pas vécu beaucoup de play-off en NHL. Mais les Stars de Dallas doivent absolument jouer physique contre lui s'ils veulent espérer le contenir. Ça doit être très physique.
Et ils ont les joueurs pour le faire. Donc, peut-être que ce sera une série qui va s'allonger vers Est-ce que Lucic aura un rôle déterminant de dire, Lucic et Ketchuk vont avoir un énorme rôle. Ils vont se promener sur la ligne rouge à l'échauffement, puis ils vont le premier qui regarde Johnny, c'est ça. Ils vont avoir un énorme rôle, et ça, c'est pourquoi Lucic est encore dans la ligue. Il n'y en a pas beaucoup de bagarres dans les playoffs, par contre. Non, mais du jeu physique, oui, par contre. Et là-dessus, Lucic et Ketchuk peuvent... vont devoir le faire parce que c'est sûr que Gaudreau va être la cible. Ça, il n'y a aucun doute. À voir s'il réussira enfin à obtenir du succès en playoff, parce que c'est vrai que malgré ses bonnes premières saisons en carrière, là, Johnny Hockey, il avait gagné le trophée là, du meilleur joueur NCAA, Lobby Baker. Son surnom, c'était Johnny Hockey. Il était vu comme une star universitaire. Lorsqu'il est arrivé, des bonnes saisons déjà, près d'1 point par match ou 1 point par match, mais en playoff, ça ne levait jamais. Donc, à voir si cette année sera la bonne pour Johnny Hockey. Ils ont une bonne équipe, en tout cas. Ils ont une très bonne équipe. Moi, j'y vais là-dessus. Pour résumer là, nos choix, évidemment, on ne fait pas les choix jusqu'à la toute fin parce que ça pourrait tellement changer. Pour moi, c'est l'Avalanche. Je pense que là-dessus, on est d'accord, sans doute. Moi, j'y vais avec les Blues contre le Wild. Moi, c'est bon pour la Suisse, ça, parce qu'il est là pour revenir au championnat du monde. Il va rester Niederreiter, selon nos prévisions. Ouais. Heureusement pour les amateurs de la NHL suisse. Flames, moi j'avantage les Flames. Moi aussi. Et on diverge d'opinion sur les Oilers et les Kings. C'est juste pour te contredire. Parce que... pour pas dire la même chose, faut quand même... Les Kings, c'est une équipe que j'aime bien. Moi aussi, je suis pas un grand fan des Oilers d'Edmonton. Moi, les Oilers d'Edmonton, ils m'ont beaucoup excité des années 80, les 4 Coupes Stanley aussi qu'ils ont gagné avec Gretzky. Les grandes années, c'était tellement... Je me couchais à je sais plus quelle heure pour regarder les Oilers d'Edmonton et tout. Gretzky, c'était... Les années de Gretzky, c'était une classe à part. Sinon, on a reçu rapidement là, 2 petites questions. Pensez-vous que Dean Koukan retrouvera l'embauche en NHL la saison prochaine ou un retour en Suisse est-il plus probable dans son cas? On en a parlé avec Danny Gélina la semaine dernière. Je veux peut-être t'entendre là-dessus. Je n'ai pas d'infos là-dessus, sincèrement. Mais le gars, ça fait des années qu'il croche en Amérique. Là. Il a pas l'air de... C'est un peu comme bizarre. Là. Je pense qu'il a fait sa vie là-bas puis il n'a pas l'air d'avoir très envie de revenir ici. Comme un peu Sven Berchi. Là. Moi, Sven Berchi, là, je ne sais pas qu'il va lui donner énormément d'argent, mais je ne mettrais pas énormément d'argent sur Berchi, moi. Dans le contexte qu'il veut revenir, ça fait quelques années qu'il peut revenir. Il ne veut pas revenir. Il est là-bas. Il a recroché et tout ça. Je ne suis pas certain qu'il va venir nous transcender. Moi, je ne mettrais pas des millions là-dessus. Son pic, là, ses meilleures années, il les a passées en AHL. Il y a eu les commotions. Il y a eu les blessures. Et là, je ne sais pas ce que ça pourrait donner en Suisse. En même temps, tu as plus d'espace, contrôle de pas qui est très fort. C'est sûr que ça va être un bon joueur, mais dans la mentalité, il va revenir ici avec quelle mentalité? Juste, OK, tranquille, je reviens en Suisse, tranquille. Est-ce qu'il va être hungry? Est-ce qu'il va être affamé? Est-ce qu'il va avoir envie de reprouver à tout le monde? Je ne suis pas certain. C'est ça qui me dérange avec ces gars qui reviennent comme ça en toute fin de carrière. Là. Peut-être que je me trompe, je ne le connais pas personnellement, c'est juste un avis externe sur lui. Je ne mettrai pas des millions. Puis Koukan, évidemment, s'il revient, c'est un défenseur qui va intéresser tout le monde. Oui, avec le gabarit, il est encore jeune. Oui. Dernière question, Anthony nous a demandé Piqué Subban, Piqué, qui n'est pas prolongé avec les Devils du New Jersey. C'est la fin de son lucratif contrat qu'il avait signé avec le Canadien tout juste avant d'être échangé. C'est pas 9 millions? Tout juste avant d'être échangé avec... 72 millions pour 8 ans. Ouais. Donc, juste avant d'être échangé chez Weber. Va-t-il continuer sa carrière de hockeyeur ou se lancer dans une carrière de télévision? Parce qu'il a fait des apparitions déjà sur des plateaux de télé. On l'a beaucoup aimé. Sportsnet, je crois que Sportsnet le veut absolument. Ses performances, pour moi, là, lui aussi, il a été très bon à Montréal, mais c'est un gars qui a tellement d'intérêt. Écoutez, pour avoir parlé à des gens proches de l'organisation des Canadiens, là, ils l'ont laissé aller, ils l'ont échangé parce que il était rendu à un point que son agent ou son impresario, il téléphonait à l'entraîneur des Canadiens pour dire écoute, il faudrait que tu déplaces l'entraînement demain un peu plus tôt, un peu plus tard, parce qu'il a un rendez-vous après, parce qu'il y a ci, puis il y a ça. Donc, demain, il négociait il faudrait que je parte plus tôt de l'entraînement, parce que là, c'était rendu une star plus son programme hors glace prenait le dessus sur son programme sur la glace, puis c'est d'ailleurs pour ça que sa carrière, avec son histoire, c'est un people, voilà, donc, et il était très bon là-dedans.
il est excellent, puis je pense qu'il va faire une super carrière. Il va être analyste, il va être comédien, il va peut-être devenir acteur ou je sais pas quoi. Mais honnêtement, il est extraordinaire. Il a cette facilité. Ouais. Il a fait des bonnes choses à Montréal aussi. Il a donné pour les hôpitaux, etc. Donc, son passage a été... mais c'est un gars, c'est une graine de star, mais c'est une graine de star. Il a été excellent sur la glace. Mais après, sa vie, ses intérêts, je pense, ont changé. Et puis, je pense qu'il aura on va entendre parler de lui pendant des années, un peu à gauche et à droite, mais dans la télévision américaine. Puis c'est un noir aussi, donc c'est un homme de couleur. Donc, évidemment, c'est vendeur, c'est dans le trend, c'est bien d'engager ces gens-là, etc. Et donc, il va bénéficier de ça aussi quelque part. Ouais. Et tant mieux pour lui. Je veux dire, c'est un ambassadeur aussi de ce côté-là. Pour la petite histoire, c'est le seul défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal à avoir remporté le trophée Norris, mais pas la Coupe Stanley. Voilà. Et son trophée Norris est un peu discutable, là, saison écourtée. Oui, tout à fait. Mais il a eu. Moi, je me souviens de ses années à Montréal avant qu'il parte. Il était flamboyant. Ah oui, il était flamboyant, mais il coûtait un but pour un but marqué. C'est ça. C'était Piqué Souban, et là, c'est juste qu'il coûte encore un but, mais pour pas de but marqué. C'est la version défenseur de Linus Ullmark. On peut dire ça? Ouais. Non? Peut-être. Je sais pas. Pas le côté hors glace, non. Ouais. Bon, il y a le côté star, il l'a. Le côté star, ouais. Ouais, il l'a. Dans l'équipe, il l'a, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, pour la tirer, je sais pas si je peux la dire, celle-là. Il y a des mauvaises langues qui ont dit que pour que Gauchi réussisse à convaincre Ullmark de revenir, il faudrait lui faire un maillot d'entraînement aux couleurs du top scorer. J'ai entendu ça. Dans le canton de Genève, on m'a dit ça, que ça serait peut-être, dans les alentours du club, que ça serait peut-être une solution pour la rame. Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça marcherait, mais l'année passée, dans le vestiaire, ça s'est dit. Il y a un joueur qui lui a dit une fois, toi, on va te faire un maillot de top scorer à l'entraînement, donc tu vas t'entraîner comme il faut. Bon, bref, c'est comme ça. Patrick qui nous demande finale Hurricanes Avalanche, est-ce que c'est possible? Bien sûr, tout est possible. Tout est possible en ce moment. On est au début des playoffs. Mais oui, c'est deux équipes qui, pour moi, peuvent espérer, du moins se rendre très loin. Je pense aussi. Finale d'association, je pense, pour les deux. Finale à Coupe Stanley, on verra. Mais Hurricane, c'est une bonne équipe, bien formée, bien bâtie. Même chose pour l'Avalanche, deux jeunes équipes. Ce serait une très belle finale de la Coupe Stanley, d'ailleurs. Oui. Kevin qui ne pense pas que les Hurricanes passeront la finale de conférence. Dépend qui on affronte. Ah, ben c'est ça. Ça dépend du match-up et tout. Les playoffs, hein, c'est une boîte à surprise. Hein. Tu sais pas comment... Ça prend un petit... Écoutez, faut être bon. Il faut être bon moment, mais il faut être aussi chanceux. Ça prend de la chance. Il faut que les étoiles s'alignent, tu n'aies pas de grosses blessures, que tout à coup, il y a une grosse équipe devant toi qui se fait éliminer, puis ton gardien se fait... Voilà, il y a une question de circonstance aussi. Là. Ça ne suffit pas d'être bon. Comme disait Gilles Montandon, des fois, il vaut mieux être chanceux que bon. Oui. Ça rend plus service. Stéphane, oui. Toi, tu prends l'avion dès demain. Tu vas aller au Québec suivre les playoffs de ton fils. On lui souhaite évidemment beaucoup de succès. Les remparts qui ont terminé premier de la saison régulière. D'ailleurs, ton fils qui a battu un record d'Alexander Radulov pour les plus et les moins dans l'histoire de la concession. Pas mal. Très bonne saison, 99 points, 66 matchs. Chapeau. Et on lui souhaite tout le succès et espérons-le un titre et une Coupe Memorial. Du moins, tu vas pouvoir suivre ça. Je pars demain pour suivre ça jusqu'au bout. Ouais, donc, et d'ailleurs, on va te reparler. On va prendre d'ailleurs des nouvelles tout au long des playoffs de Théo. Tu seras là pour tout nos Overtime NHL de playoffs à distance, mais avec le décalage horaire alors qu'on le fait pour toi. À 11h le matin, ça avec ton parfait. Café. Puis... Bon, je vais me coucher tard parce qu'il y a des matchs aussi de Théo, mais là, avec les playoffs d'NHL en Amérique, là, moi, les gens me disent, je croisais mon voisin aujourd'hui, il me dit « c'est bon pour toi, la saison est finie. » Non. Avec les playoffs de mon fils, s'ils se rendent loin en playoffs, puis tout à coup, ils réussissent à se rendre à la Coupe Memorial, ça finit fin juin. C'était des matchs tous les 2 jours jusque-là. Et puis la NHL, donc en Amérique, là, TVA Sport, RDS, machin. Bon, c'est pas RDS, c'est TVA Sport a tous les trucs, mais tous les canaux de sport qu'on a, il y aura du hockey, mais 2-3 fois par soir. C'est puis le baseball, moi j'adore le baseball, mais bon, je parle du hockey. Mais moi je suis dans le hockey là jusqu'à... pas de la même façon évidemment, pas comme analyste, comme observateur, avec une petite bière à la main, un hot dog, etc., tranquille. Et puis je suis là-dedans là, jusqu'à... Encore un petit bout. L'été va être court parce qu'on a les U20 qui recommencent début août. Exactement. C'est ce qu'on disait hier à Overtime avec David et Pascal. Là, on va avoir un très très court été parce que nous, évidemment, on va suivre les playoffs d'NHL tout au long des 2 prochains mois. Il y a Patrick d'ailleurs qui félicite ton fils pour sa saison.
Ensuite, c'est sûr qu'Overtime NHL, on va faire une spéciale draft aussi. Début juillet. C'est à Montréal. Oui, exact. Et ensuite, U20. M20, championnat du monde. Évidemment, on va le commenter ici sur MySports. On va également probablement faire des overtime spéciaux. Peut-être des studios suivant l'heure. C'est encore au Canada. Oui, c'est encore à Edmonton. Donc, évidemment, ce sera en plein milieu de la nuit. Mais bon, on va s'amuser, nous. Et là, on a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on diffuserait à niveau NHL dans ces playoffs. On n'a pas encore tous les détails. La finale de la Coupe Stanley devrait être présentée en entier sur MySports, commenté en français. Sinon, en attendant, il y a 4 matchs qui vous attendent ce week-end. Des actes 3 et des actes 4 dans certaines séries, évidemment, parce que c'est sur 2 jours. 2 matchs commentés en français, dont celui de dimanche qui est Caroline-Boston. Avec Nino Niederreiter. L'autre sera Floride-Washington samedi. Donc, on diffuse des matchs. On en saura plus pour le reste des playoffs, évidemment. On pourra vous communiquer tout ça sur nos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci, Steph, pour cette heure passée avec nous. Vous avez été nombreux à écrire. C'est toujours agréable de vous lire. Et on se retrouve dans à peu près 2 semaines, tout juste après la première ronde des playoffs. On va refaire l'exercice. On va faire le monde. Mais pour les quarts de finale. Oui, avec nos pronostics qui valent de l'or. On va surtout parler de ceux qu'on a eu raison. Exact. On n'a pas eu raison, on va dire, là... on va modifier ça. Hein. Exact. Avec tous les potins, j'aurai pas mal de potins de l'Amérique du Nord, là, évidemment, parce que les talk shows et tout, ça va être intéressant. C'est bon, ça marche. On te retrouve dans 2 semaines. Merci à tous, évidemment. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud, tout partout. On est partout. Vous pouvez nous réécouter en rediffusion. Et sinon, à dans 2 semaines. Bye bye. Ciao.